Avant qu'Ulysse ne revienne dans son île d'Ithaque, 17 années s'étaient écoulées. Dans la vie de Saint-Jean-de-Perse, on retrouve ce chiffre de 17 années. Il avait quitté la France en juillet 1940. Il s'établit sur la presqu'île de Gien en juin 1957. Il y mourra 18 années plus tard, le 20 septembre 1975. Il a 88 ans. Avant de lui offrir la maison des Vigneaux, une amie proche qu'il appelle sa magicienne, Missia Curtis avait scruté les côtes de la Méditerranée. Perse allait vivre dans la proximité des îles, le Grand Ribot, le Levant, Porquerolles et Porquerolles. Elle en avait fait le pari. La presqu'île de Gien correspond admirablement au désir de silence et de solitude du poète. Il ne s'agit pas pour lui de vivre une retraite heureuse et confortable. Grand âge nous voici, la course est faite et n'est point faite, la chose est dite et n'est point dite, la mort est au hublot. Jusqu'en 1968, il séjourne aux États-Unis. Avant de faire des Vigneaux sa demeure définitive, il habite les rivages du Var 5 mois par an, depuis la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Cette maison est modeste. La merveille, c'est que son bureau, la grande pièce commune du premier étage et la terrasse donnent sur la mer. Le pollen jaune des pins s'assemble aux angles des terrasses. Il se lève tôt le matin, il travaille. En fin de matinée, il emprunte un chemin accidenté qui le conduit vers la mer. Tout au bas d'une falaise, il se baigne quotidiennement. Il retourne aux écritures, quitte son bureau en fin de journée. Il taille les arbres et débroussaille son domaine. Il aime la sécheresse du climat. La terre a dépouillé ses graisses et nous laisse sa concision. Il a planté un grand mât quand bon lui semble, il hisse les couleurs. Pas uniquement celles d'un drapeau tricolore, mais aussi un petit pavillon porteur de l'idogramme chinois qui rappelle son nom d'origine, Léger. C'est l'ultime tournant de sa vie privée. Il a 62 ans, il épouse en 1958 Dorothy Russell. Elle a 20 ans de moins que lui, cheveux courts, allure sportive. Elle nage avec lui dans la calanque, elle conduit la voiture, elle tape à la machine. Elle est sa secrétaire permanente. Pendant les dernières saisons de sa vie, sa santé va s'altérer. Elle sera jour et nuit son infirmière. Le premier texte des 4 grands poèmes de cette ultime période a pour titre « Chanter pour celle qui fut là ». Perse l'écrit pour celle qu'il appelle à présent Diane. Une lettre adressée en septembre 1959 à la donatrice des Vigneaux exprime son bonheur. Mina, ma paix est faite, l'alliance consommée. Les Vigneaux m'ont bien eu. Les grands ombres de l'exil n'avanceront plus sur mes terrasses, ouvertes au futur. Diane est heureuse, et l'on rit beaucoup. La mort au masque de Céruse se montre aux fêtes chez les Noirs. La mort en robe de griot changerait-elle de dialecte? Ah, toute chose de mémoire. Ah, toute chose que nous fûmes. Tout ce qu'assemble hors du songe le temps d'une nuit d'homme, qu'il en soit fait avant le jour, pillage et fête et feu de braise pour la cendre du soir. Mais le lait qu'au matin un cavalier tartare tire du flanc de sa bête, c'est à vos lèvres, ô mon amour, que j'en garde mémoire. Parmi ses plus fidèles amis, il y avait la petite équipe de la revue des Cahiers du Sud, principalement Jean Ballard, Pierre Guerre et Louis Brouquier, qui furent reçus aux Vigneaux. En 1942, la revue marseillaise avait pris le risque de braver l'éventuelle censure du régime de Vichy. Un numéro de la revue, ainsi qu'un tiré à part, diffusait une version d'exil. Pendant les années 50 et 60, la revue publia à plusieurs reprises des textes de Perse, ou bien des articles à son propos, entre autres une étude de Jean-Pierre Richard. Perse leur confia le manuscrit de chronique et célébra leur parcours dans le numéro du cinquantenaire de la revue. Perse fut entreprenant et généreux pour Jean Ballard, dont il plaida la cause auprès des fondations américaines. Il aurait aimé que les Cahiers du Sud puissent bénéficier d'un mécénat venu de l'autre côté de l'Atlantique. Ces démarches furent malheureusement vaines. Saint-Jean-de-Perse avait retrouvé en France un ailier efficace et tenace en la personne de Jean Paulhan, qu'il convia aux Vigneaux au début des années 60
et qu'il vient visiter à Port-Cros. Dans l'île, tous deux avaient une amie commune en la personne de Marceline Henry. Marceline se chargeait de garder son chien lorsqu'il repartait passer l'hiver aux États-Unis. Paulan avait déjà réalisé pour Perse en 1950, avec la couverture de Fautrier, le beau numéro vêtu de bleu des cahiers de la Pléiade. Il accepta avec une infinie patience de se charger de l'hommage à sa jeune Perse, gros pavé de plus de 800 pages. Jean Paulan était un familier de l'atelier de Georges Braque. Il ménagea une rencontre entre Perse et Braque le 26 novembre 1958. L'accueil du peintre fut chaleureux. Une grande amitié se scella entre ces deux créateurs qui atteignaient le soir de leur vie. En janvier 1962, pour la petite enseigne des éditions Au Vent d'Arles, Janine et Francis Crémieux proposèrent à sa jeune Perse la publication d'un livre, accompagné de 12 gravures de Georges Braque. Ce projet permettait de fêter le 13 mai l'anniversaire de Braque, ses 80 ans. Saint-Jean-de-Perse, une fois n'est pas coutume, accepta de remodeler l'un de ses anciens textes dans des délais extrêmement courts. La publication de cet ouvrage fut une des ultimes joies de la vie de Braque, qui s'éteignit une année plus tard, le 31 août 1963. Avec toutes choses errantes par le monde et qui sont choses au fil de l'heure, ils vont, où vont tous les oiseaux du monde, à leur destin d'être créés. Où va le mouvement même des choses sur sa houle? Où va le cours même du ciel sur sa roue? À cette immensité de vivre et de créer dont s'est émue la plus grande nuit de mai. Ils vont, et doublant plus de cap que n'enlèvent nos songes, ils passent, nous laissant à l'océan des choses libres et non libres. Ce retour en France fut à la fois la solitude, le retirement dans une presqu'île, et puis le temps des honneurs et de la consécration. En octobre 1959, André Malraux lui remet le Grand Prix national des lettres. En décembre 1960, il reçoit le prix Nobel. Ce prix impliqua de longues démarches, des piétinements et de jeux d'influence pendant plus de 6 ans. Son ambition procédait de l'initiative d'un vieil ami de Perse, Henri Oppenau. Oppenau était représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. En 1953, il lia amitié avec Dag Hammarskjöld lorsqu'il fut élu secrétaire général de l'ONU. Hammarskjöld était une grande figure de la diplomatie européenne. À titre posthume, on lui décerna un prix Nobel de la paix. Saint-Jean-de-Perse acceptait très rarement les entretiens dans les journaux. Une fois n'est pas coutume, pendant la séquence de la remise de son prix Nobel, il se prêta d'assez bonne grâce aux injonctions des photographes. Par exemple, Perse est à l'aéroport en compagnie de son épouse. Il examine un voilier dans un port envahi par la neige. Il sort d'un taxi pour rejoindre son hôtel. Pour évoquer les ultimes années du parcours de Saint-Jean-de-Perse, il faut penser au combat qu'il livra dans le volume de ses œuvres complètes qui parurent dans la Pléiade en 1972. Nous savons que ce gros livre entretient de curieux rapports avec la vérité historique. Perse a recomposé les données de sa biographie, modifié, censuré, inventé certaines lettres de sa correspondance. Ce monument qu'il a sculpté n'est pourtant pas l'ultime message du poète à ses lecteurs. S'il avait voulu masquer la vérité, Saint-Jean-de-Perse n'aurait jamais fait la donation des nombreux documents et pièces à conviction qui sont à la disposition des chercheurs qui viennent travailler dans sa fondation. La création de la Fondation Saint-Jean-de-Perse, son inauguration voici 4 décennies, le 19 juin 1976, nous la devons à un personnage étonnant qui s'appelle Pierre Guerre. Ce bâtonnier du barreau de Marseille, ce grand collectionneur d'art primitif était devenu un proche ami de Perse qu'il venait voir 2 fois par mois dans sa maison des Vigneaux. Son gendre, Alain Vidal-Naquet, évoque pour nous sa relation avec le poète. Saint-Jean-de-Perse était un personnage impressionnant. Il était déjà statuaire ou dans son comportement, alors que Pierre Guerre était prime-sautier, je disais un peu farfadé. Il était partout, on ne l'attendait pas. Il avait cette capacité, et je pense que ça a beaucoup distrait Saint-Jean-de-Perse, d'attirer l'attention, sur tout ce qui paraissait nouveau, provocateur,
amusant. C'est par exemple Pierre Guerre qui va présenter à Saint John Perse, qui était un amoureux des oiseaux, l'aigle de Bonelli. Il a été aussi un grand organisateur, un animateur, et c'est lui à qui l'on doit la création de la Fondation Saint John Perse. Alors c'est vrai que l'idée de la Fondation Saint John Perse est venue plus, me semble-t-il, de Pierre Guerre que du poète lui-même. Mais les choses se sont faites avec certainement beaucoup d'opiniâtreté de la part de Pierre Guerre, mais avec aussi beaucoup de désinvolture. Lorsqu'il se propose au maire, à l'époque, Ciccolini, de prendre la bibliothèque Méjeanne, ça pouvait apparaître comme un crime de lèse-majesté. Comment pouvait-on détrôner la bibliothèque Méjeanne, qui était l'apanage de la ville d'Aix sur le plan littéraire? Eh bien, ça va se faire, avec des protestations évidemment d'un certain nombre d'édiles d'Aix-en-Provence, mais Ciccolini ne va pas résister non plus à Pierre Guerre. Et cela va séduire Saint John Perse lui-même. On a beaucoup commenté l'étrange pirouette que soulignent les 2 ultimes vers que Perse publia. À la fin de Sécheresse, pour le volume posthume qui fut titré « Chant pour un équinoxe », le vœu, et puis le retournement de ces 2 courtes phrases, révèle une bien étrange contradiction. Songe de Dieu, sois-nous complices. Singe de Dieu, trêve à tes ruses.